Alors bienvenue, donc je le disais pour ce nouveau webinaire, on va parler ensemble ce matin de la visibilité locale en 2025 et on va surtout parler, à la fois des critères bien sûr, mais surtout des, nouveaux, moyens qui émergent, des nouvelles, façons de consommer de la visibilité locale, en tant qu'internaute et donc pour vous en tant que marque, eh bien pouvoir vous positionner, sur ces, nouvelles plateformes. Alors on va parler bien évidemment de Google, qui n'a pas encore été détrôné. Donc nous verrons, certains l'annoncent déjà mort, mais je pense que c'est loin d'être le cas. Mais nous verrons quand même que pas mal de nouveaux outils tels que l'IA générative viennent grignoter en quelque sorte des parts de marché à Google. On parlera aussi des réseaux sociaux. Et donc j'essaierai de vous donner finalement toutes les recommandations, toutes les bonnes pratiques que l'on a entre nos mains pour pouvoir vous aider à gagner cette bataille donc de la visibilité locale. Je vais commencer par me présenter et vous présenter Custplace. Donc moi, je suis Thibaut Druet, je m'occupe de toute la partie commerciale chez Custplace. On est une solution de gestion des avis, de gestion des réputations et de manière plus globale de gestion de la visibilité en ligne. Alors, ça tombe bien puisque c'est notre sujet de ce matin. Notre métier s'articule, on intervient autour de 4 grands axes. On fait à la fois ce qu'on appelle du review management, c'est-à-dire la gestion des avis, mais aussi du brand management, le fait d'être proactif dans la démarche pour aller obtenir des avis auprès de vos clients. Et puis on en parlera longuement pendant ce webinaire. C'est l'une des stratégies qu'on peut poser par Apple, qui est Apple Business Connect, qui est la notion de fiche établissement présent sur Apple Plan. Et je finirai par une petite synthèse, un petit récapitulatif de tous les points qu'on aura évoqués pendant cette demi-heure que nous avons ensemble. Et à la fin, comme d'habitude, si vous avez déjà participé à la saison de webinaire précédente avec nous, vous le savez, on prend toujours un petit peu de temps à la fin pour répondre aux différentes questions s'il y en a. Donc surtout, n'hésitez pas à les noter au fur et à mesure. Allez, première partie, donc je vous propose de voir ensemble les critères principaux qui comptent pour la visibilité locale. Alors, tout d'abord, une définition. Ce qu'on entend par critères de visibilité locale, ce sont vraiment les facteurs qui vont avoir une influence sur votre classement et donc sur votre visibilité en tant que marque, en tant qu'entreprise, dans les résultats de recherche locale. Alors, ce qu'on entend par résultats de recherche locale, ça va être notamment sur les moteurs de recherche traditionnels. Je parlais de Google, il y a aussi bien sûr Bing, il y a aussi Yahoo. Il y en a évidemment plusieurs, mais Google reste largement leader sur ce marché-là avec 92 ou 93% de parts de marché. Mais on a aussi d'autres services. On peut notamment mener ces requêtes d'ordre local sur Google Maps, par exemple, sur un service de cartographie, sur Apple Plan, que j'évoquais, on y reviendra longuement, et d'autres services, d'autres plateformes similaires je fais notamment référence aux IA génératives que je vais vous présenter juste après. Et donc, il y a parmi cette liste, il y a plusieurs critères qui ont un impact plus ou moins important. Là, ceux que je vais vous présenter sont vraiment les critères, selon nous, qui sont les plus importants à maîtriser. Alors, quand on parle de Google, il est indispensable de posséder une fiche Google Business Profile pour avoir un bon référencement dans l'écosystème. Google est évidemment friand de capter des nouveaux utilisateurs de ses services et donc vous récompensera si vous avez un site web en vous mettant plus en avant dans les résultats de recherche si vous avez bien créé une fiche par rapport à un concurrent qui ferait la même chose que vous, mais qui n'aurait pas créé sa fiche ou ses fiches éventuellement si on a un réseau. Donc ça, c'est le premier constat. Généralement, vous le savez, c'est une notion qui est relativement bien acquise. C'est gratuit pour créer une fiche, c'est bien visible, ça vous permet d'améliorer votre référencement. Et ça nous amène au deuxième point, ça vous permet aussi d'obtenir des avis et commencer à créer votre e-réputation, le tout de manière gratuite, même si ça a des limites, et on le verra après. Maintenant, il ne faut pas tout miser, je le disais, sur Google. Il faut pouvoir aussi développer son e-réputation via d'autres plateformes, via d'autres canaux, qui sont des plateformes, on va dire, qui comptent importantes dans votre secteur d'activité. J'y reviendrai après en détail. Troisième point, ça va être la pertinence du contenu que vous allez proposer dans votre écosystème. Alors, sur votre site web, bien sûr, est-ce que vous avez un blog? Est-ce que vous mettez des mots-clés? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux sur lesquels vous publiez régulièrement du contenu? Tout cela a évidemment un impact important concernant votre référencement et donc votre visibilité en ligne. Quatrième point, la cohérence des informations, ce qui est souvent symbolisé par l'acronyme que vous avez peut-être déjà entendu, NAP, pour Name, Address, Phone. C'est le fait de mettre à jour finalement et d'avoir surtout
les mêmes informations sur tous les médias sur lesquels votre entreprise ou votre commerce est présent. Vous avez peut-être une fiche Google, vous avez peut-être un site internet, vous êtes peut-être présent sur les pages jaunes, vous êtes peut-être présent sur d'autres annuaires locaux. Dans ce cas-là, il va falloir s'assurer que les informations de base concernant votre commerce ou votre entreprise soient bien les mêmes sur toutes ces plateformes. Déjà parce que ce sera plus confortable pour votre futur client qui vient chercher des informations sur vous et qui constate cette cohérence. S'il vient sur les pages jaunes et qu'il voit une adresse différente de celle sur Google, bah, ça peut semer du doute et on peut finalement perdre un client potentiel. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les moteurs de recherche et Google n'aiment pas du tout quand il y a une distorsion ou en tout cas une incohérence entre vos informations sur ces différentes plateformes alors qu'elles devraient être les mêmes. Et il peut d'ailleurs vous pénaliser par rapport à ça, à la fois au niveau du référencement et aussi forcer éventuellement la mise à jour dans son écosystème d'informations qui ne lui paraîtraient pas cohérentes. Ça, c'est pas forcément un bon signal du coup qu'on va lui envoyer, que vous allez lui envoyer. Donc, c'est vraiment hyper important de s'assurer, encore une fois, de cette cohérence entre toutes les plateformes. D'avoir en cinquième point une interaction et un engagement avec son audience, de par les publications qu'on va faire, le fait de répondre aussi aux questions qu'on va poser, c'est aussi hyper important dans le référencement. Et enfin, toute la partie performance technique. Alors là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais je peux vous donner quelques exemples. C'est notamment le fait d'avoir un site web qui va charger rapidement, qui va être responsive, donc qui va s'adapter, que l'on soit sur un téléphone, sur une tablette, sur un ordinateur, et aussi toute la notion de balises méta avec des mots-clés, des données structurées, etc. Tout ça a aussi, bien sûr, un impact important pour le référencement. Voilà. Comme je le disais, généralement, ces critères, c'est des choses qui sont assez bien assimilées, c'est des notions qui sont assez bien connues. Mais ce qui est important, c'est important, je pense, d'introduire et surtout, ce qu'on va essayer de démontrer lors de ce webinaire, c'est que les choses, sont en train de changer. Là, c'était, les critères tels qu'on les connaissait pour les moteurs de recherche traditionnels. Mais aujourd'hui, ce qu'on va essayer de démontrer, c'est que vos consommateurs, vos clients et vos futurs clients, eh bien, utilisent des alternatives aux moteurs de recherche traditionnels et donc il va falloir adapter finalement sa stratégie, ne pas délaisser tout ce que je viens de vous présenter, mais être en veille sur le fait qu'il existe d'autres biais, d'autres moyens, et pouvoir aussi maximiser bien sûr ses chances d'être visible sur ces différents moyens. Alors tout miser sur Google ne suffit plus pour une raison assez flagrante. On a posé une question simple à un panel de consommateurs en fin d'année dernière, donc c'est une étude Custplace, où on a posé la question suivante. Via quel outil effectuez-vous vos recherches? Alors sans grande surprise, en majorité, les personnes interrogées répondent via un moteur de recherche, à hauteur de 74%. C'est pour ça que je disais que ceux qui proclament que Google est mort, attention, on n'y est pas encore. On est encore 3/4 à avoir ce réflexe d'aller utiliser un moteur de recherche pour faire ces requêtes en ligne. Maintenant, ce qui est intéressant dans les résultats de cette étude, c'est les statistiques qui arrivent après, puisque chaque répondant avait la possibilité de donner plusieurs réponses. Moi, c'est mon cas, j'imagine que vous aussi, en tout cas, c'est ce que montrent les résultats de l'annonce, enfin de l'enquête plutôt, c'est qu'on peut aller faire sa recherche sur Google, mais on peut très bien aussi utiliser d'autres moyens. Et donc, une personne sur deux utilise aussi les réseaux sociaux, et notamment les moteurs de recherche, j'y reviendrai après, intégrés maintenant directement dans les réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant surtout, c'est la notion d'IA. Alors, il y a les assistants vocaux qu'on connaît depuis plusieurs années maintenant, type Siri sur iPhone, j'y reviendrai après en détail, et aussi Google Assistant. Eh bien, c'est un tiers des répondants qui ont ce réflexe d'utiliser ce type d'appareil. Donc, dit Siri à son iPhone, trouve-moi un coiffeur pas très loin, trouve-moi une boulangerie, trouve-moi un restaurant pour ce soir, etc. Donc, c'est basé sur l'intelligence artificielle. Et les nouveaux acteurs émergents, donc c'est les outils vraiment dits d'IA générative. Donc là, il y en a pléthore, hein, vous les connaissez, ChatGPT, Gemini de chez Google, on peut citer Claude, on peut citer Copilot, on peut citer Mistral AI qui est une boîte française. Eh bien, c'est déjà un quart, donc 25% des répondants qui vont utiliser, en plus d'utiliser éventuellement un moteur de recherche classique, qui vont se tourner vers ces outils pour effectuer leurs recherches en ligne. Donc, ce qui va être intéressant de comprendre, ça me fait une transition vers la prochaine slide, c'est comment tout cela s'articule, comment ces recherches
se formalise et quels sont les résultats restitués et aussi comment faire en sorte finalement d'être repris et d'être visible sur ces nouveaux outils. Alors j'ai pris un exemple avec 2 plateformes que l'une vous la connaissez sur la droite, c'est ChatGPT et plus exactement SearchGPT. C'est une fonctionnalité de ChatGPT ici qui permet donc de cocher, de cliquer sur recherche et qui se transforme finalement en un moteur de recherche 2.0, si je peux dire ça comme ça, donc basé sur l'IA générative. Et son concurrent sur la gauche, qui est moins connu, mais que je trouve très intéressant dans la manière dont les informations, dont les résultats sont restitués. Alors déjà, ce qui saute aux yeux, c'est qu'on retrouve les codes des moteurs de recherche traditionnels, en tout cas certains codes, notamment la notion de cartographie. On va avoir une map qui apparaît. Alors pour Perplexity, elle est plutôt mise sur la droite de l'écran. Chez ChatGPT, elle est mise en plein milieu. Mais en tout cas, on a bien cette notion de localité qui va être reprise avec des pins, vous le voyez, pour positionner eh bien, les établissements. Deuxième code des moteurs de recherche classiques, on a du multimédia qui va être repris. Troisième code est hyper important, la notion de source. C'est là où il y a une réelle différenciation, une distinction par rapport aux moteurs de recherche traditionnels, où vous avez des liens avec des sites web, et l'idée, l'enjeu pour vous en tant que marque, c'est d'apparaître dans les premiers liens. Maintenant, là où il y a une réelle révolution sur ces IA génératives, en tout cas ces moteurs de recherche basés sur l'IA générative, c'est qu'on a bien des sources qui vont être citées. Évidemment, l'outil se base sur des sources existantes pour vous proposer un résultat, mais on a surtout une réponse synthétique qui va être formulée par l'outil afin de vous éviter de cliquer, d'aller faire vos recherches vous-même et en quelque sorte de perdre du temps. Là, vous allez gagner ce temps précieux puisque l'outil vous mâche le travail en quelque sorte et vous propose une réponse synthétique. Donc la question qu'on a posée, elle est assez simple. Je cherche un bon opticien à mots, peux-tu m'en recommander un? C'est vraiment la même question qu'on a posée aux 2 outils. La réponse est exactement la même, en tout cas le classement proposé, puisqu'on a Optical Center dans les 2 cas qui est proposé en premier, même si encore une fois en termes d'architecture c'est un peu différent, mais on retrouve les mêmes éléments, je le disais, de map et de classement. Donc la question qu'on peut se poser, c'est sur quels éléments finalement se base l'outil pour proposer Optical Center en premier. Eh bien si on regarde de plus près la réponse formulée, on voit qu'en dessous d'Optical Center, on a la notion de note, donc la moyenne générale avec la volumétrie d'avis. Et donc c'est intéressant de lui poser la question à l'outil, de ne pas tout prendre pour argent comptant, essayer de comprendre sur quoi il se base pour faire ses recommandations. Et donc on lui pose la question très concrètement, et c'est ça qui est intéressant aussi avec cette notion d'IA générative conversationnelle. On peut vraiment rentrer dans une interaction et essayer de comprendre le mécanisme. Donc je lui ai posé la question, tu te bases sur quelle source d'avis pour me faire ces recommandations? La réponse est assez intéressante puisque l'outil me dit qu'il a utilisé le site officiel d'Optical Center, donc l'écosystème de la marque et aussi la plateforme d'avis utilisée par la marque pour obtenir ces avis authentifiés, là, en l'occurrence, Cusplace. Mais l'outil peut aussi utiliser des plateformes spécialisées, des verticales métiers, comme par exemple, on a ici opticiennosavis.com qui vont être cités. Si on est dans le domaine de la restauration, on peut imaginer que ça va être TripAdvisor ou d'autres plateformes. Il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est qu'on n'a pas les avis de Google qui vont être repris. Alors, pourquoi? Je pose la question, mais j'ai la réponse parce que l'outil est concurrent à Google. Je le disais en introduction, ces nouveaux outils qui émergent ont pour but, bien évidemment, d'essayer de gagner du terrain sur le domaine de la recherche en ligne et de la recherche locale. Donc, il paraît évident que l'outil ne va pas citer son concurrent, mais on lui a quand même posé la question. Et la réponse est intéressante. Vous la voyez ici encadrée en rouge. Dans mes recommandations initiales, j'ai privilégié les avis textuels complets disponibles sur le site d'Optical Center. Donc là, comme je le disais précédemment, l'outil va vraiment accorder de la confiance finalement dans la source du site web de la marque en premier lieu, en priorité. Ensuite, il nous dit que les commentaires avec des détails, qu'il a besoin de commentaires avec des détails précis sur le service. Et là, ce qui est sous-entendu, c'est que sur Google, vous le savez, vous avez sans doute déjà laissé des avis en tant que consommateur dans votre vie de tous les jours, vous pouvez simplement mettre une notation avec des étoiles sans forcément mettre de verbatim. Les IA génératives n'aiment pas ça, elles ont besoin de données, elles ont besoin d'analyser. Juste des étoiles, par définition, il n'y a pas grand-chose
à analyser à part une note, alors que l'outil aime bien qu'il y ait de la data. Donc, deuxième raison finalement pour laquelle eh bien, l'outil ne cite pas les avis Google. Et enfin, troisième raison évoquée, les recommandations provenant de sources variables. C'est vraiment la source, c'est vraiment, pardon, la richesse de ces moteurs conversationnels. C'est vraiment de privilégier une multitude de sources qu'ils vont juger évidemment fiables pour répondre aux requêtes finalement des utilisateurs. Et surtout, pour l'outil va apprendre, c'est l'essence même d'une intelligence artificielle, en fonction des informations qu'il va trouver sur plusieurs sources et restituer eh bien, l'information qui lui paraît le plus pertinent possible pour l'utilisateur qui a fait cette demande. Et donc, ça introduit une nouvelle notion qu'on appelle le GEO, qui est le petit cousin du SEO que vous connaissez. Donc, le SEO, c'est toutes les mécaniques que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour améliorer votre classement sur les moteurs de recherche classiques. Donc, la position de votre site web selon des mots-clés qui vont être tapés par vos futurs clients ou vos clients. Cette fois-ci, le GEO, c'est toute la mécanique pour pouvoir être repris dans ces outils d'IA générative. Donc, pour ça, il y a cette mécanique d'avis. On a l'exemple avec Optical Center de posséder ses propres avis authentiques dans son écosystème. Il n'y a pas que les avis, bien sûr, il y a aussi tout le contenu que vous allez générer, avoir un contenu qui est adapté notamment au conversationnel, c'est ce que vont privilégier ce type d'outils. Autre information que je souhaitais mettre en avant ce matin, par rapport toujours à ces outils d'IA générative, on a de plus en plus l'incorporation d'agents conversationnels basés sur l'IA dans nos applications qu'on utilise au quotidien. Vous avez reconnu à l'écran WhatsApp. Et là, vous allez peut-être vous dire, ah bah tiens, j'ai pas fait attention, je vais aller vérifier sur mon WhatsApp au moment où je parle. Ce sera pas disponible. Nous, on a eu l'occasion de tester à l'étranger. Donc, c'est déjà présent dans certains pays, mais ça ne l'est pas encore en France. Mais on a l'incorporation donc de Meta AI, qui est un agent conversationnel qui s'appelle Llama et qui va permettre à l'utilisateur de poser des questions et d'effectuer ses recherches directement, je le disais, depuis les applications qu'on utilise quotidiennement. Donc, dans le groupe Meta, on a WhatsApp principalement et Messenger. Donc là où c'est une réelle révolution, ou en tout cas une belle évolution, c'est que ces plateformes qui sont à la base des plateformes, enfin des apps de messagerie assez classiques, c'est pas péjoratif, mais là pour le coup ça va plus loin et ces applications deviennent un hub finalement intelligent qui va permettre de mener ces recherches au sens assez large du terme. Quand on sait que WhatsApp aujourd'hui revendique 2 milliards d'utilisateurs, eh bien ça laisse voilà, ça laisse présager, même si 100 des utilisateurs n'utiliseront pas ces outils d'IA, mais même si c'est que quelques pourcents, ça peut faire des dizaines et des centaines de millions de personnes qui prennent ces nouvelles habitudes, on va dire, d'où l'intérêt d'être présent et d'être visible et d'être repris donc via notamment le GEO que je présentais juste avant. On a aussi, alors je prends l'exemple de WhatsApp et Messenger, mais vous avez peut-être fait attention si vous utilisez X. Il y a aussi l'outil qui s'appelle Grow qui permet aussi de générer des images. Là, plus récemment, en début de semaine, sur Gmail, désormais, il y a Gemini, donc qui est l'IA, je le disais, développé par Google, qui va vous aider à trier vos mails, à répondre, etc. Donc finalement, chaque application se met à incorporer sa propre IA parce que on rentre dans une vraie course, on l'a compris, à l'intelligence artificielle. Et c'est surtout l'objectif est de faire en sorte que ces utilisateurs passent un maximum de temps dans l'application et aient accès finalement à toute l'information sans devoir en sortir. Et je vous propose de passer maintenant et de faire un petit focus sur, de revenir sur notre partie un peu plus traditionnelle et de vous parler des avis Google. Alors, il y a un vrai sujet sur les avis Google qui est celui de la modération et de la suppression. Et là, je pense que ça va faire écho si vous gérez une marque, enfin si vous gérez une fiche établissement ou plusieurs d'ailleurs, vous avez forcément rencontré dans votre expérience des suppressions d'avis qui sont pas toujours agréables parce que parfois c'est des bons avis que vous avez reçus qui vous paraissent légitimes et du jour au lendemain, hop, ils vont être supprimés sans que vous ayez la moindre explication et donc ça vous paraît frustrant et agaçant. Et ça se comprend. Maintenant, d'un point de vue consommateur, ça peut l'être aussi. À l'inverse, quand on vous laisse un avis négatif pour une raison qui nous paraît légitime et que cet avis est supprimé, modéré, ça amène aussi une certaine frustration. Donc ça marche finalement dans les deux sens. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que pour le coup, Google il est en quête de fiabilité et de transparence sur ce sujet-là. On pourrait lui reprocher sur d'autres sujets, mais pour le coup, sur la partie avis, Google fait le maximum
pour essayer que les avis, tout simplement, soient le reflet de la réalité et qu'on soit face à des vrais avis. Mais maintenant, c'est très difficile pour plusieurs raisons, on va le voir après. Mais quoi qu'il en soit, Google met régulièrement à jour son algorithme. Il y a des pics de modération, vous le voyez sur le schéma, des pics de suppression des avis en fonction des mises à jour des algorithmes qui permettent d'aller supprimer donc des avis qui vont être jugés comme frauduleux. Maintenant, il y a une règle d'or à avoir en tête quand vous utilisez le système Google pour vos avis. Et je vais peut-être vous apprendre quelque chose ce matin ou pas, mais c'est que vous n'êtes pas propriétaire de vos avis. Les avis appartiennent à Google. Et c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de supprimer, de modérer du jour au lendemain sans vous prévenir, parce que vous n'êtes pas propriétaire de ces avis. Donc ça, déjà, c'est une première limite. Alors, quelles sont généralement les raisons d'une suppression de vos avis sur vos fiches? Tout d'abord, lorsque vous allez faire un signalement. Vous le savez, hein, sans doute, vous pouvez signaler un avis qui vous paraît inapproprié. Donc, quand il y a un doute, ce signalement peut aboutir, je dis bien peut, c'est pas une obligation, à une modération, à une suppression de l'avis. Deuxièmement, Google va supprimer quand il y a un problème de tonalité. Bien souvent, c'est sur les avis aux deux extrêmes, donc soit les 5 étoiles, soit les 1 étoile. Parce que ça peut amener, on va dire, un certain scepticisme. Alors pas toujours, bien évidemment, hein, mais quand on a des avis trop dithyrambiques ou à l'inverse trop accablants, ça peut amener un certain scepticisme, pardon, auprès de Google. Et vous le voyez, la répartition des avis les plus supprimés, d'ailleurs, en premier, ce sont les avis 5 étoiles à hauteur de 73%, et ensuite les avis 1 étoile. Donc ça, c'est pas étonnant. Pourquoi c'est pas étonnant? Parce qu'on le sait aujourd'hui, il faut pas être dupe. Il existe des systèmes de bots pour acquérir des avis positifs. Je ne vous le recommande, je vais y arriver pas du tout. Ce serait une erreur de le faire, ça va vous coûter de l'argent, vous allez les perdre, ces avis, parce que Google les détecte. En tout cas, il y a de fortes chances qu'il les détecte. Ça va vous pénaliser dans le référencement. Et donc, in fine, ça ne sert à rien. C'est pas du tout représentatif de la satisfaction en plus et de ce que pensent vos clients. Et enfin, dernier sujet, c'est sur la partie vraiment des sujets sensibles, délicats, qui vont être abordés au sein des avis, quand c'est un ancien collaborateur, par exemple, ou quand il y a eu un litige ou un problème légal, eh bien, ça peut faire l'objet d'une modération. Un moyen de limiter, justement, si vous rencontrez cette frustration, limiter la suppression de vos avis, c'est de pouvoir y répondre. Là, le tableau que vous voyez, la répartition, donc 2/3 des avis modérés sont des avis par Google qui n'ont pas de réponse. Et donc, sous-entendu, 1/3 seulement qui en ont. Donc, le fait d'y répondre, on met toutes les chances de son côté d'être moins modéré, premièrement. On anime en même temps sa clientèle, on envoie des bons messages en disant voilà, on prend en compte vos feedbacks, vos retours, donc c'est très positif. Et on s'améliore aussi au niveau du référencement. Ça compte aussi pour l'algorithme de pouvoir amener des éléments de réponse. Alors, quels sont les points, avant de citer les limites, parce que là, j'ai peut-être eu un discours un peu accablant, mais il y a beaucoup de points positifs à utiliser Google, notamment le fait que ce soit gratuit, le fait que ce soit bien visible, que ça donne un bon référencement dans l'écosystème, encore une fois, de Google. Tout ça, c'est très bien. Mais il y a un certain nombre de limites aussi qui arrivent avec ces points positifs, notamment le côté authenticité. J'en parlais précédemment, mais le fait qu'il y ait des faux avis, ça crée un problème d'authenticité. Et pourquoi il y a des faux avis? Parce qu'il y a une mention sur Google assez explicite au niveau des avis qui dit les avis ne sont pas vérifiés. Google ne vérifie pas les avis, mais recherche les faux contenus et les supprime lorsqu'ils sont identifiés. Il est très difficile aujourd'hui pour un établissement et même pour Google de savoir si l'avis en tant que restaurateur, si l'avis que vous avez reçu, eh bien, est vraiment un client qui est venu dîner ou déjeuner dans votre restaurant. Aujourd'hui, il suffit d'avoir un compte Gmail ou Google pour aller laisser un avis sur n'importe quelle fiche en quelque sorte, et donc ça peut amener eh bien, cette notion de faux avis, ou en tout cas un vrai avis, mais d'un faux client. Et donc ça amène une limite qui est évidente. Premier point. Deuxième point, je le disais, il suffit d'avoir un compte Google ou Gmail pour aller laisser un avis, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est d'ailleurs 1/3 seulement des adresses mail qui sont des Gmail et les 2/3 restants qui ne le sont pas. Ce qui veut dire que, je rabâche ça tout le temps, mais c'est important, sans le vouloir, on va snober une partie de sa clientèle si on mise tout sur Google.
On l'a vu en troisième point, on n'est pas propriétaire de ces avis, je l'évoquais précédemment. Donc ça implique aussi bien sûr une certaine limite pour l'utilisation ensuite de ces derniers. Et l'utilisation seule, de manière générale, ne reflète pas l'image de votre marque et la satisfaction de vos clients. Donc il y a des points positifs, des points négatifs comme souvent. La stratégie gagnante et le conseil que je peux vous donner, qui va dans le sens finalement de ce qu'on évoquait aussi avec l'IA générative, c'est de faire du Google, mais pas que. Donc d'utiliser un moyen pour collecter vos propres avis, qui soient ensuite d'une manière directe ou indirecte liés à Google pour les renvoyer. Mais tout miser sur uniquement ce média-là peut avoir plusieurs limites qu'on vient d'évoquer. Par ailleurs, pour aller toujours dans le même sens, Google a mis en place une nouvelle fonctionnalité que vous avez sûrement vu au cours des derniers mois, que nous on a rebaptisé le Google Review Pack, qui intervient suite à une entrée en vigueur d'une norme européenne qui s'appelle le DMA. On en a longuement parlé dans des webinaires précédents. Je ne vais pas revenir en détail dessus, mais grosso modo, c'est une norme qui vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles des géants sur le web. Et il y a eu plusieurs modifications suite à cette norme, et notamment la partie review, la partie des avis. Google n'est plus en capacité de mettre en avant que ses propres avis, mais il va les agréger. C'est pour ça qu'on parle de review pack. Il va aller agréger plusieurs sources d'avis qu'il va juger comme sérieuses et légitimes, et surtout pour offrir une vue à 360 auprès des consommateurs, auprès des internautes qui viennent se renseigner. Donc lorsqu'on est dans le domaine de la restauration, j'en parlais tout à l'heure, on peut avoir notamment les avis de TripAdvisor, d'Uber Eats, de The Fork, etc. Quand on est dans un domaine plus généraliste, souvent ce sont les avis des pages jaunes, où on peut encore retrouver les avis de plateformes spécialisées. Là, on a l'exemple avec la nôtre, avec Space. Sans transition, partie réseaux sociaux. Alors, vous le savez, je ne vais pas vous dire qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux, tout ça, vous le savez déjà, c'est évidemment logique en 2025. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Google va de plus en plus dans ce sens et va mettre en avant, va rendre plus visible des marques, des entreprises qui sont plus actives sur les réseaux et Google va même jusqu'à aller mettre des extraits qu'on appelle extraits enrichis, comme vous le voyez apparaître à l'écran, lorsqu'on fait une requête d'ordre local. Alors c'est surtout vrai pour l'instant aux États-Unis, mais si on tape par exemple, si on recherche un restaurant en Santa Monica, eh bien on a tout de suite cet extrait enrichi avec, vous le voyez ici, des extraits de réseaux sociaux, donc comme YouTube, comme Instagram, ou encore du contenu qui a été publié sur un forum ou sur un blog comme Reddit. Et donc cette mise en avant indirectement favorise la visibilité, on va dire, de votre marque. Et donc ce contenu, je le disais, peut avoir plusieurs formes, vidéo, ça peut être du texte ou ça peut être encore de la photo. Ce qui est surtout nouveau avec les réseaux sociaux, si j'en parlais en préambule, c'est la notion de moteur de recherche. Les réseaux sociaux l'ont bien compris, leur objectif est assez clair, ils veulent que leurs utilisateurs passent le plus de temps possible dans leur écosystème et qu'ils n'aient plus besoin de le quitter pour aller chercher une information quelle qu'elle soit. TikTok le fait d'ailleurs très bien. Vous le voyez sur la droite de l'écran, on a la notion maintenant aussi d'établissement avec les mêmes codes que sur les moteurs de recherche traditionnels. On va retrouver le nom, les informations et aussi la notion d'avis. Chacun peut aller laisser un avis, laisser un commentaire et il y a cette notion d'e-réputation. Résultat des courses, aujourd'hui 50% des utilisateurs de la génération Z, donc les plus jeunes d'entre nous, utilisent ces réseaux sociaux en tant que moteur de recherche. En tout cas, ne les quittent plus pour aller faire une recherche, que ce soit TikTok ou Instagram. Ils vont privilégier l'usage de ces applications pour aller chercher un restaurant, pour aller chercher un hôtel, pour aller chercher un établissement de manière générale autour d'eux, plus qu'aller faire leur requête sur Google. Donc, on est déjà dans ce changement finalement d'usage pour la plus jeune génération. C'est en train, évidemment, on l'a vu, de changer aussi, non pas qu'au niveau des réseaux sociaux, mais aussi avec toutes les IA génératives, d'où cette fameuse punchline que j'ai répétée plusieurs fois, faire que du Google ne suffit plus. Petit focus désormais sur Apple Plan, puisque Apple souhaite concurrencer Google, qui a été pendant des années
on va dire, assez tranquille et pas trop embêté sur le sujet de la visibilité locale et qu'il l'est beaucoup plus, et on vient de le voir depuis maintenant 2-3 ans, Apple souhaite désormais vraiment concurrencer, affiche une ambition forte pour se positionner aussi en tant qu'acteur majeur de la visibilité locale et a sorti donc un nouveau produit ou service appelé Apple Business Connect, qui est un système de fiches établissement disponible sur Apple Plan. Donc, dans l'écosystème d'Apple, on retrouve les mêmes codes que sur Google, à savoir le nom d'un établissement, son adresse, des photos, de la vidéo, du multimédia de manière générale, un descriptif et aussi, bien sûr, la notion d'avis. Alors, la notion d'avis va dépendre du secteur d'activité. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'Apple n'a pas son propre système d'avis, contrairement à Google. Donc, il va simplement agréger les avis qui viennent d'autres plateformes, ce que fait Google aussi, hein, on l'a vu, suite à la nouvelle norme, mais montre aussi ses propres avis. Là, Apple eh bien, agrège que des avis de sources tierces. Donc TripAdvisor, je prenais cet exemple-là tout à l'heure dans le domaine de la restauration, ou encore Page Jaune pour des domaines plus généralistes. Alors, quelques stats par rapport à ça. Au total, c'est quand même 1 milliard d'utilisateurs d'iPhone dans le monde. Et on l'a vu dans le résultat de notre enquête, on posait la question aux internautes, à des consommateurs, quels outils utilisez pour vous pour faire vos recherches en ligne. Souvenez-vous, un tiers utilise les assistants vocaux type Siri. Et donc, quand vous faites une demande, et vous pourrez tester peut-être juste après, quand vous faites une demande à votre téléphone, dis Siri, peux-tu me recommander un opticien, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure, proche de chez moi, eh bien, Siri va vous lancer Apple Plan. Et donc, si vous avez une fiche, et bien évidemment, il y a plus de chances que vous soyez mis en avant que votre concurrent qui n'en aurait pas encore créé. C'est gratuit, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le redis, c'est gratuit comme sur Google de pouvoir créer sa fiche établissement si ça n'est pas déjà le cas. Voilà, on arrive déjà à la fin de ce webinaire. Je vous propose un petit récapitulatif donc de tous les points qu'on a pu évoquer. Donc, on l'a vu, les avis Google seuls ne suffisent plus. Maintenant, ça ne veut pas dire, attention, je vais nuancer mon propos, qu'il ne faut pas en faire. Il y a aussi beaucoup d'avantages, mais il faut que ça fasse partie finalement d'une stratégie plus globale, c'est-à-dire pouvoir collecter ses propres avis qu'on diffuse dans son écosystème, ce qui va vous permettre, en tout cas, ce qui va mettre plus de chances de votre côté d'être repris par ces nouvelles IA génératives de plus en plus utilisées, et en parallèle de pouvoir aussi faire du Google. Donc ça, c'est une vraie stratégie gagnante. D'être présent aussi, on vient de le voir, sur Apple Plan, ça vous donnera un réel avantage concurrentiel. Je vous garantis que vos concurrents sont probablement pas encore saisis de ce sujet qui est relativement nouveau. Donc c'est un réel bénéfice, un réel plus que vous aurez à aller créer votre établissement ou vos établissements si vous avez un réseau. Commencez à s'intéresser aussi et à tester ces IA génératives que je vous ai présentées et voir un petit peu quels sont les résultats. Est-ce que vous êtes repris? Est-ce que vous êtes cité? Puisque tout le monde n'est pas cité. On a vu tout à l'heure, on a un classement avec 3, 4, éventuellement 5 entreprises, mais on ne va pas avoir tous les acteurs du marché. Donc, est-ce que vous faites partie de ce classement? Quelle position vous avez? Et c'est de comprendre les mécaniques du GEO, adapter votre contenu, avoir aussi cette notion d'avis dans son écosystème pour être bien visible sur ces nouveaux médias. Et enfin, le côté réseaux sociaux, où là, c'est peut-être plus perdurer une stratégie que vous aviez déjà en place sur 2024, le fait de publier du contenu régulièrement sous plusieurs formes, en vidéo, en photo, en texte, eh bien, ça vous permettra, dans certains cas, d'avoir un contenu enrichi, un extrait enrichi, comme on les appelle, qui va être mis en avant sur les moteurs de recherche, qui sont friands de ces contenus. Et d'ailleurs, les IA génératives le sont aussi. Parfois, quand vous posez une question, notamment sur une question assez pointue, eh bien, l'IA peut aller vous chercher une vidéo qu'elle a trouvée sur YouTube et vous proposer un résultat de recherche seulement en format vidéo. Et si l'internaute tombe sur votre contenu à vous, bien évidemment, ça lui permet de mettre un pied dans votre écosystème. Voilà, c'est déjà la fin de ce webinaire. Je vous remercie de votre disponibilité, de votre présence. J'espère que toutes ces informations vous auront été utiles. On fait des webinaires, c'est la première fois que vous participez avec nous, eh bien, sachez qu'on fait des webinaires tous les mois. On essaie bien sûr de mettre en avant des sujets d'actualité, toujours en lien avec nos sujets de prédilection, à savoir la visibilité locale, les avis, les réputations, etc. Et puis, bien sûr, on s'intéresse à toutes les nouveautés, à toutes les régulations quand il y en a, aux nouveaux outils, et on essaie de restituer ça pendant 30 minutes
tous les mois généralement, plutôt vers la fin du mois. Alors là, le prochain, c'est un contre-exemple. Ce sera plutôt en début de mois, donc le jeudi 6 février, à partir de 11h, on vous a mis le lien d'inscription, c'est cust.fr/WSL, et on va parler d'un sujet assez pointu et hyper intéressant, qui est celui du store locator, et notamment les différents enjeux pour 2025, à savoir la notion d'accessibilité. On va reparler du SEO, du GEO, on va parler du local pack. Le local pack, vous savez, c'est sur les moteurs de recherche, la mise en avant de 3 entreprises en tête du classement, avec aussi la position sur la map. Donc c'est aussi un extrait enrichi qui permet d'être très visible, d'améliorer ensuite le trafic en magasin. Donc c'est des sujets qui sont hyper intéressants, que surtout si vous avez un réseau d'établissements, mais même si vous avez qu'une seule entité, il y a beaucoup de choses aussi qui pourront vous intéresser lors de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et enfin, si vous souhaitez qu'on discute un peu plus longuement de tous ces sujets, si vous vous posez des questions, si vous souhaitez même un audit personnalisé, voilà, moi je me fais un plaisir de pouvoir discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous me trouverez assez facilement sur LinkedIn ou par mail sur thibaut@custplace.com. Et je peux prendre des questions si jamais il y en a dans le chat. Voilà, donc n'hésitez pas, s'il y a quelques questions, on peut prendre encore quelques minutes pour pouvoir y répondre. Merci en tout cas de votre disponibilité. Très bien, bah écoutez, je vous donne rendez-vous. On vous a mis le lien en plus dans le chat, merci Nicolas, pour un prochain webinaire le 6 février. Et peut-être avant cela, n'hésitez pas à me contacter encore une fois par mail, par téléphone, sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur tous ces sujets. Passez une très bonne journée et à très vite.